Salut à tous et bienvenue dans le 5e épisode de Demain c'est loin, le podcast qui anticipe le futur du sport français. Aujourd'hui un épisode qui nous concerne tous et toutes, la place de la femme dans le sport, qu'il soit amateur, professionnel ou institutionnel, comment lutter contre la sous-représentation des femmes dans les instances, pourquoi le sport féminin est moins médiatisé, existe-t-il de leviers pour renverser la tendance, faut-il une Megan Rapinoe à la française? Je suis très heureux de recevoir deux femmes pour évoquer ce sujet, Caroline Angelini, agente d'image, et Emmanuelle Bonnet-Oulalge, co-présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail. Le sport féminin va-t-il être l'égal du sport masculin? C'est la question du jour. Je suis Samy Bouclé, fondateur de l'Observatoire Sport et Digital, prêt à embarquer dans le sport de demain. Demain c'est loin, autant l'anticiper aujourd'hui. Demain c'est loin, épisode 5. C'est parti. Bonjour Caroline, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour, merci d'accepter d'échanger aujourd'hui sur la place de la femme dans le monde du sport et les projections qu'on pourrait en faire pour améliorer la situation dans le sport français précisément. Avant de commencer à parler de ce sujet fort précieux pour au moins la moitié de la population, voire plus, on aura l'occasion d'en parler, je voulais vous présenter Caroline et Emmanuel. Pourquoi vous êtes à nos côtés aujourd'hui? Je vais commencer par toi, Emmanuel. Emmanuel, tu es notamment coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail, la FSGT, que je connais plutôt bien. Tu es coprésidente depuis 2017, c'est ça? Oui. Ok. Et tu as été candidate à la présidence du CNOSF. Alors, je suis impliquée depuis une vingtaine d'années maintenant dans le mouvement associatif fédéré, et je dois dire que ma rencontre avec la FSGT en 2003 m'a littéralement transformée, parce que à travers le bout du sport associatif, finalement je me suis forgé une opinion de citoyenne sur ce que doit être la société. J'ai une lecture de comment on peut contribuer à réduire les inégalités, comment on peut faire en sorte que le sport soit un droit pour toutes et tous. Et en effet, je suis de nouveau candidate depuis mercredi à la présidence du CNOSF, parce que je ne voudrais pas qu'on passe à côté non seulement des Jeux olympiques et paralympiques, évidemment. De ce point de vue-là, je ne suis pas très inquiète, mais je ne voudrais pas qu'on passe à côté de l'héritage et qu'on oublie de parler de la place du sport dans la société. Et de ce point de vue-là, le mouvement sportif a une autonomie à garantir et une expression forte sur ce que doit être le sport de demain, car demain, sinon il sera trop tard. Et oui, demain c'est loin, mais pas tant que ça. Caroline, de ton côté, tu es actuellement conseillère médias et images pour une entreprise qui s'appelle Caroline A Consulting, donc, que tu as fondée depuis 2015. Tu accompagnes des sportifs et des sportives, surtout de haut niveau, dans leur gestion de l'image, c'est ça? Et tu as un passé de communicante, on pourrait dire comme ça? On peut le dire comme ça, voilà, un passé de communicante, une quinzaine d'années, dire comme plutôt dans le secteur public, parapublic, passionnée de sport. Et un jour, j'ai réussi à faire coïncider mes deux passions, à savoir le sport et la communication. Et il est vrai, même si j'adore travailler avec des hommes, ils sont les bienvenus, mais il se trouve que je suis quand même très spécialisée sur la gestion, enfin la gestion d'image de sportives, et plutôt dans des disciplines olympiques, hein, même si il n'y a évidemment pas aucune limite, mais donc voilà, il se trouve que du coup, forcément, je pratique un peu au quotidien les bonheurs, mais aussi les difficultés d'accompagner ces jeunes femmes, et avec très tourné sur beaucoup de sujets autour de la maternité des sportives, enfin voilà, tout ce qui a trait aux femmes dans le sport. On aura l'occasion d'en reparler, je crois, de la maternité notamment, et de ces sujets très concrets finalement sur la vie d'une femme, et les quelques freins qui peuvent encore cohabiter au sein du mouvement sportif ou au sein du sport français.
je vous ai présenté justement ce qui me semblait intéressant à travers cet épisode, c'était de voir les deux sujets. Emmanuel, tu es plutôt du monde du secteur public et toi, Caroline, plutôt côté privé. Et puis finalement, on parle de sport professionnel, on parle de sport amateur. Donc c'est vraiment toute cette dimension globale du sport que je trouvais hyper intéressante à aborder au sein de cet épisode. Et c'est ce qu'on va faire dans cette première partie, l'état des lieux de la place de la femme dans le sport français. Dans cette première partie, j'ai une première question et notamment un chiffre qui m'importe beaucoup. Si on parle de chiffres globaux dans le monde du sport, on parle souvent du nombre de licenciés. Les femmes représentaient en 2021 un peu plus d'1,2 million licenciés. Ça représente 38% du nombre de licenciés euh, au sein du sport français. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre? Pourquoi il y a un écart par rapport à la population normale? Je veux bien commencer. Il y a, je crois, plus de femmes sur Terre que d'hommes, peut-être aussi en France. Et en effet, le constat, c'est qu'il y a moins de femmes pratiquantes que les hommes. Et je pense qu'il faut avoir une première approche sociologique et constater que la place des femmes dans la société est inégalitaire du point de vue de l'accès à un travail non précaire, du point de vue de l'accès notamment des familles monoparentales aussi à une facilité d'accès à un travail sans avoir trop de transport. On sait que la plupart des familles monoparentales concernent des femmes, que souvent elles doivent cumuler plusieurs emplois. Et donc forcément, il s'agit de freins qui vont impacter l'accès à la vie associative et sportive. Dans ma fédération, on a coutume de dire qu'il ne peut pas y avoir de sport pour toutes et tous dans une société qui n'est pas pour toutes et tous. Et donc, tant qu'il y aura des inégalités sociales, eh bien, il y aura des inégalités d'accès au sport. Mais en disant ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de levier à mettre en place dans le sport. Et je pense qu'on en discutera aussi un petit peu plus En tard. deuxième partie, absolument. Caroline, tu veux rebondir sur... Oui, bah, je partage évidemment les propos d'Emmanuel. On dit souvent que le sport, c'est un peu le miroir grossissant de la société. Donc forcément, ce chiffre, quand on l'entend, on se dit on peut mieux faire hein, très très largement. Après, il y a plein de choses. Il y a l'éducation, il y a aussi à l'adolescence souvent un décrochage des jeunes filles pour un certain nombre de raisons. Et puis un poids, on va dire, un peu historique, hein, voilà, d'habitudes qui n'étaient pas prises ou qu'on ne partage pas forcément dans les familles de génération en génération. Et c'est vrai qu'on ne peut pas refaire toute l'histoire en quelques années, mais en tout cas, on peut essayer de contribuer à faire évoluer les choses. Dans l'écosystème, ou en tout cas culturellement, le sport, il est plutôt masculin, c'est ça? Mais même dans les familles, c'est le cas? C'est ça ce que tu veux dire par là un peu, Caroline? Même si évidemment les choses évoluent, et je dis pas que c'est le cas, ça a été le cas chez moi, pas du tout, mais oui, d'une façon générale, ce qu'on peut observer, alors après, voilà, j'ai pas d'autres chiffres plus précis, mais traditionnellement, dans les familles, c'est en tout cas il y a quelques générations, mais ça a laissé des traces. C'était plutôt les garçons qui faisaient du sport et les filles étaient orientées plutôt vers d'autres activités dites plus féminines. Donc forcément, en termes de sport, les garçons ont beaucoup d'avance et ça c'est comme ça. On peut pas, on parlera sûrement des quotas, de la mixité, tout ça c'est très très important, mais de toute façon il va falloir du temps, mais vraiment de la volonté, une volonté politique et une volonté en général de la société, mais il faudra du temps pour que les choses évoluent telles qu'on aurait envie qu'elles évoluent. Et moi, je pourrais ajouter que dans l'histoire, le sport a été fait pour les hommes et par les hommes. Et d'ailleurs, on se souvient que les premiers Jeux olympiques ne permettaient pas aux femmes d'accéder à des activités dites athlétiques. Elles avaient le droit seulement à des activités esthétiques. Et il a fallu se battre, notamment Alice Mia, qui s'est battue plusieurs décennies pour que les femmes aient enfin accès à certaines activités, à commencer par
les épreuves phares de l'athlétisme. Donc forcément, quand on part de cette histoire, eh bien, il y a un rattrapage, comme vient de le dire Caroline, important à prendre en compte, et on aura seulement l'égalité d'accès à Paris 2024. Donc il faut voir le chemin parcouru, ne serait-ce que pour l'accès au sport olympique. Justement, en parlant de Paris Juste 2000. pour rebondir, ça me fait penser en écoutant Emmanuel sur, il y a juste à se rappeler l'image, alors j'ai oublié son nom de famille, mais peu importe, ça va parler à tout le monde. La première femme qui a voulu courir un marathon, voilà. Exactement, j'avais le début, j'avais pas la fin. C'est pas vieux, hein. Alors j'ai plus la date précise, mais enfin c'est le siècle dernier, mais c'est finalement assez récent. Bon, le scandale que ça a fait, les hommes qui jetaient sur elle pour l'empêcher. Enfin voilà, et c'est une image très très récente. Donc forcément, bon, on part de loin. Oui. Est-ce que Paris 2024 justement a permis d'impulser une nouvelle tendance, une nouvelle lame de fond par rapport à ce sujet-là? Vous l'avez ressenti, vous, en tant qu'experte au quotidien et professionnelle du sujet, ou c'est malgré tout encore difficile de rattraper ce retard-là? Moi, je pense qu'en effet, le fait qu'il y ait une participation égalitaire pour la première fois au GOP, me semble-t-il, Oui, oui. est évidemment très, très, très important. Néanmoins, il y a d'autres chemins, et je pense que Caroline sera bien placée, par exemple, pour parler du sport professionnel, de l'égalité d'accès aux droits. Et si on regarde, par exemple, l'histoire du foot avec les États-Unis, par exemple, on voit qu'il faut qu'il y ait une implication et presque une révolte des femmes dans certains secteurs professionnels pour que l'égalité enfin soit accessible. Et par rapport à Paris 2024, il y a quand même une autre égalité qui dépasse la dimension sportive, qui est celle des dirigeantes sportives, hein, puisqu'il y a encore un plafond de verre important pour les fédérations olympiques, parce que si on regarde les fédérations non olympiques, il y a plutôt une bonne égalité d'accès aux fonctions de dirigeantes. Pour les fédérations olympiques, on en est vraiment extrêmement loin. Et pourtant, aujourd'hui, on a une parité de pratiques dans les Jeux. Donc, montrons l'exemple également au niveau des présidences des fédérations, voire essayons de poursuivre le chemin pour le CNOSF. Mais je parle pour ma paroisse. Alors moi, pour aller donc sur un autre terrain, sur plus la présence, la médiatisation des sportifs. Alors oui, un premier constat, effectivement, le fait que les Jeux Olympiques soient pour la première fois les premiers totalement mix paritaire, etc. Forcément, ça aide à mettre sous les projecteurs les sportives. Il y a aussi toutes ces teams d'athlètes de tous les partenaires et sponsors des Jeux Olympiques qui se constituent, et de facto afin de respecter comment je veux dire l'ADN de ces Jeux Olympiques, ils s'attachent dans les teams à prendre autant d'hommes que de femmes, voilà, autant de valides que de paras, enfin sport co, sport individuel, bon voilà, de faire des teams qui soient assez représentatives de ce que va être la réalité de ces Jeux-là. Donc pour le coup, effectivement, forcément que il y a des profils féminins qui ont eu accès à ces soutiens qui ne l'auraient peut-être pas, n'auraient pas eu forcément si les Jeux n'avaient pas instauré cette mixité totale. Et en ce sens, c'est important. Et je vois bien certaines entreprises comment je veux dire, comprennent bien qu'aussi en prenant des femmes comme ambassadrices, elles envoient des messages sur quelles sont leurs valeurs. Ce sont des entreprises engagées, respectueuses, etc., etc. Donc ça, les entreprises sont en train de bien le comprendre. Donc après, on fera le bilan après, hein, de toute façon, mais forcément que c'est un coup de pouce, et c'est vraiment un coup de pouce qu'il faut vraiment qu'on utilise là maintenant, parce qu'il y a cette fenêtre de tir là, et qu'il faut vraiment faire en sorte de parler
de sport en général et de sport féminin. Alors, on aimerait ne plus avoir à dire sport féminin et tout. J'aime pas ça non plus, mais en fait, on est quand même bien obligé de le faire parce qu'à un moment, bah oui, les réalités ne sont pas les mêmes, donc on est toujours obligé de parler de sport féminin. Voilà. Ok. Au niveau des incarnations, pour faire le lien avec ton métier, notamment Caroline, et le fait d'avoir des ambassadrices, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça génère auprès des nouvelles générations de pratiquantes? Est-ce que c'est, alors c'est une fausse question, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose d'avoir des femmes qui soient des modèles pour les jeunes générations? Ben oui, ça apporte quelque chose, forcément que ça apporte quelque chose, les fameux rôles modèles dont on parle. Si on a envie que les petites filles, les jeunes filles aient envie de faire du sport ou de s'impliquer dans le sport, en tant que dirigeante, comme le disait Emmanuel ou autre, il faut qu'elles aient des icônes, des modèles, voilà, des femmes qui les inspirent, à qui elles ont envie de ressembler. Mais c'est pas seulement pour les petites filles, et j'insiste là-dessus, il faut que les petits garçons aussi aient l'habitude de voir du sport féminin, d'encourager les femmes autant que les hommes. L'autre jour, je participais à une émission avec Stéphane Delcourt, qui est le manager de l'équipe féminine de cyclistes de la FDJ. Et il expliquait que de plus en plus de petits garçons venaient sur les compétitions et s'arrachaient les bidons que les cyclistes jetaient ou voulaient le maillot d'une telle ou d'une telle. Donc voilà, je pense que vraiment, il faut que dès tout jeune, filles et garçons aient l'habitude de voir des femmes et qu'il y ait donc des femmes qui soient médiatisées, qui soient exposées et que pour le coup, il n'y ait plus toutes ces barrières. Il y a encore, forcément. Ouais. Emmanuel, je me rappelle qu'en préparant cet épisode, tu avais évoqué une grande différence, on ne l'a pas évoqué encore, mais je pense que c'est important d'en parler dès maintenant, entre la mixité et l'égalité, deux sujets qui peuvent être parfois liés, et parfois mal compris. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi l'un est mieux que l'autre dans le sport, s'il te plaît? Ben moi, je préfère parler d'égalité. Ça veut pas dire qu'il y a l'égalité n'est pas la parité. Ça veut pas dire qu'il y a toujours autant d'hommes que de femmes partout. Mais parler d'égalité, ça veut dire qu'on cherche c'est un objectif, une visée, c'est l'égalité des moyens, c'est l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et le risque de ne parler que de mixité, même si évidemment je suis favorable à la mixité et dans ma fédération on développe évidemment de la mixité à la fois dans la gouvernance, mais aussi beaucoup dans la pratique, et j'en parlerai au moment des coups de cœur à la fin de l'enregistrement. Mais la mixité, parfois, elle peut aussi servir de caution parce qu'on peut très bien jouer la mixité et finalement, les femmes peuvent toujours être très minoritaires. Et d'un point de vue politique, l'égalité porte un tout autre regard sur ce que doit être notre société. Ok. Et au niveau du cautionnement, justement, Caroline, toi, tu le constates peut-être à travers les échanges que tu as avec des partenaires potentiels et des futurs associés en termes d'image avec les ambassadeurs ou ambassadrices. C'est un sujet qui est encore à l'ordre du jour de s'acheter une caution en ayant une ambassadrice et puis en montrant quelque chose de positif. Oui, on va pas se mentir, je vais pas faire de langue de bois, On on n'est n'est pas pas là là pour. pour ça. Voilà, donc je vais pas en faire, et bien sûr, je ne vais citer personne et tout le monde va en sortir indemne, il n'y a pas de souci. Mais alors, ouais, je dirais que même si, comment dire, quand on travaille dans le sport olympique et notamment féminin, c'est vrai que voilà, la recherche de sous, de contrats d'image, etc. Donc elles ont cruellement besoin, mais ne serait-ce que pour certaines financer simplement correctement leur préparation. Je dirais que toutes les occasions sont bonnes pour aller chercher des partenaires. Donc forcément, même si parfois on sent très bien qu'ils ont pris deux femmes parce qu'ils ont pris deux hommes et que peut-être en temps ordinaire ils n'auraient pas fait comme ça, à la limite, évidemment, peu importe. Après, il faut quand même admettre que les choses évoluent quand même, et que la plupart du temps, quand même, on est face à des gens qui, s'ils viennent chercher un profil pour faire une association d'image,
voilà, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons, que le profil les intéresse pour voilà, des raisons X ou Y, et que la plupart du temps, ça n'a pas, en tout cas, le premier argument n'est pas le genre, heureusement. Mais on ne peut pas dire que ce côté un petit peu opportuniste n'existe pas, mais pour le coup, eh ben, on essaie d'en profiter, voilà. Très bien. Dernière question sur cette première partie par rapport à l'économie du sport professionnel féminin. On entend parler depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, notamment d'une ligue de football féminine, ligue de football professionnel féminine. Est-ce que, selon vous, une bonne façon de développer le sport féminin, pardon. Est-ce qu'il faut le distinguer du sport masculin ou finalement de coïncider les deux genres, c'est une bonne solution, une partie de la solution. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Bah, moi, je suis pas une spécialiste du sport pro féminin, mais ni masculin d'ailleurs. Mais là, ce que je peux dire comme ça, c'est que je pense que c'est bien de distinguer pour rendre visible la dimension féminine. Hein. Je suis comme Caroline. Ce serait bien qu'un jour on parle plus ni de sport féminin ni de sport masculin, mais voilà, en l'occurrence, je pense qu'il est important de rendre visible, et ça me paraît a priori une bonne perspective. Ouais, je partage totalement cet avis, mais je dirais alors une ligue, bon, alors oui, pourquoi pas. Je pense que c'est plutôt une bonne idée, mais au-delà de ça, je pense que le vrai progrès, ce serait d'arriver à ce que, effectivement, déjà au niveau des contrats, que toutes ces jeunes femmes aient des contrats, enfin des statuts professionnels, ce qui n'est pas le cas encore, ce qui n'est pas le cas en France, et que donc du coup elles sont assez mal protégées, quoi. Pour le coup, il y a vraiment la question du statut et du contrat qui est quand même très très importante. Et puis bon, voilà, après, avec des distinctions où il y a des sports qui sont dits professionnels, parce qu'effectivement il y a des contrats de travail comme dans les sports co, et puis dans les sports individuels, bon, elles s'entraînent 35 heures par semaine, c'est leur métier, mais elles sont considérées comme amateurs. Donc bon, je crois qu'au-delà de la distinction homme-femme, je pense que dans nos disciplines, notamment olympiques, que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, il y aurait peut-être quand même une remise à plat générale qui serait quand même très utile, et qu'on soit un homme ou une femme, parce que comme je dis souvent, il faut faire attention à pas être trop clivant non plus, parce que dans les disciplines olympiques, il y a plein d'hommes, de champions qui ont des situations qui ne sont pas toujours plus favorables que certaines sportives veulent dans des disciplines très médiatisées. Hein. Donc voilà, il faut regarder les choses finement, et pas trop avoir des propos trop tranchés, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont dans des situations pas confortables non. Très bien, parfait. Et ben, ça va conclure la première partie. On va passer maintenant à vos projections, vos idées pour un monde meilleur, un sport meilleur, un sport français meilleur tant qu'à faire. Et on y va sans transition. Deuxième partie donc, on va se projeter sur le futur du sport et le futur du sport féminin, même si il faut peut-être pas distinguer le sport féminin du sport masculin. J'avais une première question d'introduction. On a parlé, on a évoqué légèrement en début d'épisode la place de l'homme. Le fait que ce soit peut-être culturel aussi, cette culture du patriarcat. Est-ce que finalement l'une des clés, ce serait de tout renverser et de repartir sur des bases saines et égalitaires? Ça commencerait comme ça, le début d'un renouveau dans le sport féminin et le sport français? Oui, et donc ça commence par l'éducation. Caroline l'a évoqué tout à l'heure. On est encore très 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 loin d'élever, d'éduquer et de fournir un enseignement égalitaire aux garçons et aux filles. Hein. Il suffit toujours aujourd'hui en 2023 de regarder les magazines de jouets pour enfants, les publicités. On sait que
le marketing cible encore là où il pourra vendre, et on se rend bien compte qu'il peut vendre encore sur une dimension très genrée des activités physiques et sportives. Donc la priorité, c'est vraiment la question de l'éducation. Et sur l'école, moi, je suis vraiment favorable à ce qu'il puisse y avoir de l'éducation physique et sportive dès le plus jeune âge, parce que la réalité aujourd'hui de l'EPS au collège, malgré les limites évoquées par Caroline qui sont importantes, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, il y a vraiment un enjeu à mieux accompagner les jeunes filles sur la poursuite d'une activité. Mais en tout cas, l'EPS, c'est l'endroit où, sur le papier, par principe, il y a une égalité d'accès à une activité physique et sportive, pour le coup éducative entre les garçons et les filles. Et je pense que dès l'école primaire, il faut mettre les moyens. Or, la formation à l'EPS des institutrices, instituteurs a fortement baissé ces dernières années. C'est pas assez connu, mais je le souligne. Et peut-être même que la création de postes d'EPS dès l'école primaire serait déjà une bonne opportunité. Je sais aussi qu'il y a un travail sur les cours d'école. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop de place pour un foot joué seulement par les garçons. Donc, comment on fait en sorte déjà que les filles puissent jouer au foot, qu'il y ait un partage de la cour de récréation. Et puis, alors, c'est peut-être un sujet qui fait débat, mais on parle certaines villes parlent de budget genré. Moi, je trouve que ce serait intéressant d'éplucher un peu les budgets des collectivités territoriales pour voir concrètement si l'argent permet de financer plus le sport masculin, plus le sport féminin, et du coup de pouvoir identifier des leviers qui permettraient d'équilibrer. Voilà. Et l'autre enjeu pour moi sur le sport féminin, c'est qu'il faut penser à toutes les catégories sociales des femmes, parce que les inégalités sociales se retrouvent aussi évidemment dans un genre, et je pense que faut pas oublier aussi cette dimension-là. Tu voulais rebondir, Caroline, je crois? Non, non, bah, je dis oui, si on pouvait tout, le rêve, hein, oui, on recommence tout, on repart de zéro, donc oui, forcément, c'est ce qu'il faudrait. Bon, voilà, après, non, je crois vraiment, sans rentrer dans le détail, que oui, l'éducation, enfin, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante, c'est capital. Et puis, alors, je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Emmanuel, parce que, bon, pareil, voilà, on va pas faire doublon, mais je voyais passer cette semaine dans un post LinkedIn d'une ancienne sportive avec qui je travaille, un truc, j'ai été vraiment choquée. Alors, elle faisait un post pour expliquer que, en fait, quand on tape dans les moteurs de recherche, donc ça commence par là, et qu'on demande par exemple qui a marqué le plus de buts dans tel pays, ou, voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est des noms d'hommes, ou qui a gagné le plus comment je veux dire, de tournois de tennis ou ce genre de choses. Et en fait, c'est toujours des noms d'hommes, alors que finalement, si on précise pas féminin, en fait, bah, c'est systématiquement un nom masculin qui sort. Et donc, il y a donc toute je sais pas si c'est une société ou une association qui justement est en train d'œuvrer, ça s'appelle Correct the Internet, pour justement faire en sorte que les moteurs de recherche bah, soient nettoyés. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Je n'en sais rien. Mais que, comme on sait aujourd'hui de l'importance du digital, et je pense que le digital a un rôle fort, capital à jouer là-dedans, puisque maintenant, voilà, les jeunes consomment enfin, soit du cinéma, du sport, des vidéos, peu importe, ça passe forcément par le digital. Donc forcément, s'ils vont, c'est leur source d'information numéro une. Donc déjà, si la réalité enfin, par principe, donne toujours une priorité aux hommes, bah, on va pas s'en sortir, même si je pense que sur ce coup-là, les hommes sont vraiment nos alliés. Et, je crois qu'il y a une étude qui a été faite, c'était, je sais plus, Block, je crois, un magazine, enfin, média assez engagé sur le sport, enfin très engagé même sur le sport féminin. Et en fait, la rédactrice en chef l'expliquait, la créatrice, que quand elle avait fait une étude, elle avait plus de lecteurs
que de lectrices. Et quand elle avait fait des petits sondages et autres, les hommes sont extrêmement demandeurs de sport féminin. Donc ça aussi, ça, en termes d'idées conçues, préconçues, moi, sincèrement, j'aurais pas pensé, parce que quand même, un chiffre, aujourd'hui, la part du sport féminin à la télé par rapport à l'ensemble du sport qui est diffusé, c'est moins de 20%, c'est 18%. Donc forcément, il y a quand même un souci. Ouais. Comment faire en sorte que ça évolue dans le bon sens pour notamment la retransmission et la diffusion de sport féminin? Est-ce que c'est à l'État d'imposer l'égalité, comme c'est le cas dans certaines compétitions? Est-ce que c'est d'autres partenaires ou d'autres personnes qui peuvent pousser pour cette meilleure représentation? On a un service public de l'audiovisuel, la radio, service public, ça sert à ça, c'est payé par les impôts, voilà, même s'il y a heureusement une indépendance à l'égard de l'État, c'est voilà, ça porte son nom, et donc qui dit service public dit bonne représentation du genre féminin et du genre masculin. Donc moi, je suis pour que l'État régule mieux la diffusion et l'égalité de diffusion. Et je souligne ce que dit Caroline, il y a de plus en plus de médias en ligne ou papier. Hein, les pionniers ont été les sportives. Et je pense que ça contribue en effet fortement à la diffusion, au partage, et puis à raconter aussi de belles expériences, de belles aventures qui malheureusement ne font que trop rarement la une de l'Équipe, pour ne citer que ce journal. Oui, c'est vrai que la médiatisation et la visibilité, c'est quand même la clé de tout. Donc, c'est effectivement, tu citais les sportives, enfin, voilà, il y a les sportives women's sport et d'autres, je ne vais pas tous les citer. Donc, moi, je sais que notamment dans mon quotidien très concret, puisque j'ai aussi la casquette d'attaché de presse, d'avoir ces médias-là avec lesquels j'ai énormément travaillé, qui permettaient justement, grâce au digital, de pouvoir mettre en lumière certaines sportives dont on ne parlait jamais. C'est précieux, c'est capital. Mais je pense aussi que la presse en général, mais notamment la presse féminine non sportive, a aussi un rôle à jouer, parce que jusqu'à maintenant, dans la presse féminine, voilà, on a beaucoup de papiers sur des actrices, et c'est très 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 bien, hein, je la dévore comme tout le monde, hein, enfin, mais c'est pas du tout le sujet. Mais je trouve que nos sportives, jusqu'à maintenant, elles n'avaient pas beaucoup de place dans ces pages-là. Donc ça passe aussi par là. Et voilà, ce matin, j'étais au téléphone avec le magazine Marie-Claire là, qui met en place tout un projet, toute une médiatisation de toutes les sportives françaises qui vont préparer les Jeux Olympiques, qui vont faire des portraits, enfin voilà. Ça fait plaisir, on se dit voilà, c'est les choses, là c'est très très concret pour le coup. Et voilà, ce sont peut-être des petites choses, mais mises bout à bout, ça aide à faire avancer les choses. Ça bouge un peu, et ben tant mieux, pourvu que ça se confirme après Paris 2024. Très bien. Sur les freins à la pratique, je change un peu de sujet, mais sur les freins à la pratique, on en a identifié quelques-uns dans la partie 1. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui sont à mettre en avant dans certaines fédérations ou certaines typologies d'acteurs pour favoriser et valoriser la pratique du sport féminin? Et est-ce qu'il y a d'autres freins que vous avez identifiés et que vous aimeriez bien voir disparaître au cours des prochains mois ou des prochaines années? On parlait tout à l'heure de la maternité, des adolescentes et des difficultés pour les adolescentes de faire du sport. Comment vous envisagez le futur par rapport à ces contraintes-là? Moi, je co-préside une fédération sportive, et c'est vrai qu'en plus, on ne l'a pas souligné, mais l'accès à l'égalité au sport, c'est aussi un accès à la vie associative, et donc un accès aussi à des espaces où il y a du lien social, où il peut se créer de la citoyenneté. Donc, ce qui me paraît important aussi, c'est de permettre aux jeunes filles, aux jeunes femmes de s'impliquer dans la vie associative. Donc, de ce point de vue-là, dans ma fédération, on a plusieurs expériences d'associations qui ont été
impulsé par des jeunes filles. On a l'expérience de jeunes filles en double dutch qui se sont mises en scène dans l'espace public, parce que si on reparle d'Alice Mia au départ, ou en règle générale, il y a un enjeu aussi d'appropriation de l'espace public. La visibilité, c'est les médias, mais c'est aussi l'espace public. Donc ça me paraît un levier, et je pense qu'il y a des expériences intéressantes. Et puis, c'est l'appropriation de sports dits masculins. Donc, évidemment, on va penser au foot. Alors, on a fait beaucoup de progrès depuis. Je n'ai pas encore vu le film qui s'appelle Marinette, mais j'espère le voir bientôt. Il y a eu des pionnières. Donc, aujourd'hui, on a évidemment avancé, mais pour autant, il y a quand même encore une grosse inégalité. Et donc, demain, par exemple, je vais participer à la finale de notre championnat de foot amateur, parce que tout à l'heure, je mentionnais le fait qu'il fallait aussi être vigilant aux inégalités sociales au sein même du sport féminin. Je pense aussi qu'il faut permettre à toutes les femmes de jouer au foot, parce qu'aujourd'hui, il me semble que l'offre du foot, pour ne prendre que cet exemple, est réservée aux femmes qui savent jouer au foot. Vraiment, je pense qu'une femme qui ne sait pas jouer au foot à 40 ans n'envisagerait pas une seconde d'aller frapper à la porte d'un club. Et je pense qu'il faut au contraire favoriser aussi l'accueil des débutantes, et c'est ce qu'on essaye de faire à la FSGT, par exemple. Et puis, on a aussi un autre levier, je pense, nous, les fédérations et les clubs sportifs, c'est de profiter des mamans qui emmènent leurs enfants faire du sport. Il y a quelqu'un que connaît très bien Caroline, Sarah Ouramoun, je crois, qui s'est appuyée là-dessus, autour de la boxe, Audrey Prieto à l'US Métro, qui est un club affilié à la FSGT. Et nous, on a pas mal d'expérience, notamment une activité qui s'appelle les productions gymniques artistiques, qui est une grosse activité aujourd'hui à la FSGT, mais qui est née finalement de l'envie de mamans, de ne pas seulement emmener leurs enfants et de regarder, mais de pouvoir également en même temps faire des choses et permettre de rentrer dans une activité, d'y rester, de progresser. Et tout ça, finalement, contribue de l'émancipation des femmes. Sur enfin, tu le dis très justement, Emmanuel, sur la pratique, dans le futur aussi, sur la responsabilité et la responsabilisation des fédérations avec l'intégration de femmes, est-ce que vous pensez que le principe d'un quota, ce serait une bonne solution? Est-ce que c'est une fausse réponse? Quel est votre avis sur le sujet? Alors, pour ce qui me concerne, moi, c'est vrai que de base, j'étais pas naturellement tournée vers les quotas. J'ai évolué par rapport à ça, parce que si à un moment, il n'y a pas, je veux dire, un cadre qui, on va oblige à, je crois que malheureusement, dans nos arrière-petites filles, je sais pas, 100 ans, elles peuvent avoir le même débat qu'on a aujourd'hui. On sera toujours là. Donc, pour moi, je me dis que les quotas, si on n'a pas mieux, oui, il faut un moment, pouvoir décider que les femmes vont avoir autant de place que les hommes. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en entreprise. Enfin bref, je veux dire, c'est à l'image de la société. Hein. C'est pas uniquement propre au sport. Donc voilà, moi très clairement, j'étais pas pour. Aujourd'hui, je suis totalement favorable. Moi, je crois que j'ai toujours été favorable. C'est vrai que le mot quota, il n'est pas forcément terrible, mais moi, aujourd'hui, je peux même, sur les instances dirigeantes, je trouve que la loi sur la parité qu'avait instaurée Najat Vallaud-Belkacem, et même plus récemment Roxana Maracineanu dans la loi de mars 2022, je pense que c'est vraiment incontournable. Après, on peut avoir des difficultés, notamment au niveau plus local, pour aboutir à la parité. Après, on constate aussi ce qu'est la réalité de la vie associative, mais en tout cas, c'est vrai que l'injonction permet quand même de franchir des caps. Ouais. Et au niveau local, j'en avais parlé aussi en préparation de cet épisode avec l'instauration du maire de Lyon
de nouveaux critères pour attribuer des subventions aux associations, et notamment sur la capacité de former contre les violences sexistes et sexuelles, pardon. Est-ce que c'est aussi du rôle des collectivités locales, ou est-ce que c'est surtout du rôle des collectivités locales de recadrer les choses? Alors, on parle pas nécessairement que de violences sexuelles, mais pour le coup, peut-être d'égalité, de parité. Est-ce que c'est le rôle des instances publiques et des collectivités publiques d'impulser tout ça? Tout le monde doit prendre sa part, voilà. Donc forcément que comme ce sont les collectivités locales qui sont sur le terrain, qui sont plus près des associations, qui travaillent à l'année, qui les subventionnent, qui les accompagnent, oui, forcément qu'elles ont elles aussi un rôle capital à jouer. Et je suis une ancienne DIRCOM, j'ai travaillé en collectivité locale, donc ça fait quelques années maintenant. Je peux vous assurer que c'était absolument pas, quand j'ai quitté, ouais, c'est 2012, le temps passe vite, c'est absolument pas le genre de critères qui étaient pris en compte dans l'attribution de subventions ou d'aides diverses et variées. Parce que la place de la femme, soit dans le sport ou en général, bon, jusqu'il y a quand même pas tellement longtemps, c'était le service minimum dans les entreprises et les collectivités locales. On faisait un zoom dans le magazine municipal au moment du 8 mars et puis, et puis on se disait, bon allez, ça y est, la BA est faite. Voilà, donc oui, forcément, les collectivités locales sur le terrain, elles ont un rôle majeur. Il y a encore des collectivités locales qui offrent des soins en institut de beauté le 8 mars. Donc, donc, donc je pense que voilà, c'est plutôt bien que certaines prennent les choses plus au sérieux. Maintenant, il ne suffit pas de conditionner des subventions à des objectifs de résultats pour les associations. Il faut évidemment accompagner les associations, leur fournir des outils. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau national, le contrôle d'honorabilité des bénévoles n'est pas une fin en soi. Il faut, ça, on ne cessera jamais de le rappeler, d'abord insister sur la prévention et l'éducation. Bien. Dernière question sur ce sujet, dans cette partie, le temps passe vite. Sur la médiatisation du sport féminin, on parle d'un constat et des difficultés à l'heure actuelle de médiatiser au moins autant que le sport masculin. Comment on pourrait engager un cercle vertueux? On parlait tout à l'heure de médiatisation et du rôle du service public. Est-ce que d'autres acteurs pourraient ou doivent s'approprier ce constat et être porteurs de projets, porteurs d'initiatives, porteurs de financement? Comment vous envisagez le futur de la médiatisation pour rentrer dans ce cercle vertueux et faire en sorte que les sportifs professionnels inspirent durablement et continuellement les nouvelles générations de petits garçons et de petites filles? Bah, oui, en fait, on se rend bien compte que la clé, elle est là, quoi. Il faut vraiment que l'on voit le sport féminin, je dirais quasiment autant que, enfin, ça va se faire progressivement, hein, ça, évidemment, mais il y a quand même gros manques. Je pense aussi au handball qui, pourtant, a été la première fédération, enfin la ligue à avoir un naming. Bon, c'est vraiment une belle avancée. Et puis, hop, rapidement, plus de diffuseurs. Pour moi, la clé, je l'ai dit, je l'ai redit depuis le début, c'est effectivement cette médiatisation avec probablement, oui, l'instauration, on va dire, d'obligations. Parce que sinon, alors après, tout le monde a un rôle à jouer, l'État, les chaînes, enfin les médias, bon, tout le monde doit prendre sa part, mais plus les jeunes femmes, enfin plus les femmes auront accès au sport, plus les femmes feront du sport, plus en fait on aura envie de voir du sport féminin à la télé aussi, parce que faut pas se cacher. Bon, instaurer des obligations, c'est très bien, mais derrière il y a des logiques économiques aussi
qui sont là. Donc, on faut pas être naïf. Donc, au-delà de la médiatisation, c'est aussi une question générale du financement de l'économie du sport féminin en général. Et moi, je veux bien réagir aussi au-delà de la médiatisation. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à un naming des équipements sportifs qui valorise aussi l'histoire des femmes, des sportives professionnelles ou des sportifs de haut niveau. Alors, malheureusement, en tout cas, c'est mon point de vue, le naming aujourd'hui est d'abord un naming commercial de marque. Mais voilà, un accord Arena qui s'appellerait Marie-Josée Pérec, par exemple, je trouve que ce serait pas mal. C'est déjà un peu comme les noms de rues et d'équipements sportifs. Hein, si on veut être... Exactement. Nous sommes très en retard. Oui, c'est vrai. Exactement. Dernière question qui sort un peu du sujet ou pas d'ailleurs. Je suis un homme. Euh, Quel est le rôle des hommes dans cette égalité femmes-hommes? Quel pourrait être le rôle? Comment on pourrait, comme tu le disais, Caroline, faire notre part par rapport à ce sujet-là? Bah oui, moi j'ai quand même tendance à penser que les hommes là-dessus doivent être nos meilleurs alliés. Et à un moment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait voilà, peut-être un peu plus d'hommes qui prennent la parole sur le sport féminin. Peut-être aussi arrêter un moment que les matchs de femmes soient commentés par des femmes ou qu'il y ait toujours une consultante femme et que les matchs d'hommes soient majoritairement commentés par des hommes. Il y a plein de choses dont on ne se rend même pas compte parce que c'est tellement ancré, c'est tellement instauré qu'en fait, ça paraît logique pour tout le monde. Mais oui, messieurs, prenez la parole autour de vous, prenez la parole dans les médias, enfin, selon ce qu'est votre vie. Et puis, voilà, soutenez-les, soutenez-nous et comme ça, peut-être qu'on pourra essayer de faire évoluer les choses. Emmanuel, tu partages? Oui, bah évidemment que je partage et je rajouterais même que les hommes pourraient nous aider en repensant un peu le rapport au pouvoir, parce que je pense que la manière dont le pouvoir, alors là je parle des instances dirigeantes, la manière dont on conçoit aujourd'hui le pouvoir est très patriarcale et renforce l'obstacle fait aux femmes. Et par exemple, j'entends petite anecdote, j'entends que les hommes ne prennent jamais de congé, par exemple, quand ils sont bénévoles ou quand ils assument des responsabilités au niveau, qui travaillent toujours. Alors, sous-entendu, ils n'ont pas la charge mentale de leur famille. Alors, justement, changeons le rapport au pouvoir. Et plus le pouvoir est partagé, eh bien, plus il y a aussi du temps pour les dirigeantes, les dirigeants à assumer une vie personnelle qui soit équilibrée. Et je pense que ce sera pour le bien de tout le monde et de l'institution et des personnes. Et il y a encore un peu de chemin à parcourir. Oui, le chemin est encore long. Demain, c'est loin. Merci pour ces échanges sur ce sujet. Avant de nous quitter, je vous propose de me parler de recommandations ou de cartes blanches. Vous allez avoir pendant quelques minutes le micro libre, l'antenne libre, pour nous parler de sujets qui vous tiennent à cœur. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vos recommandations. Quelque chose à lire, à écouter, à voir, à partager. Vous êtes absolument libre et je vous laisse la parole. Caroline, peut-être pour commencer? Allez, moi je vais en avoir deux. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc ça m'a fait sourire quand Emmanuel disait qu'elle n'avait pas vu Marinette. J'ai eu la chance de voir Marinette. Alors franchement, moi, je vais y retourner, il faut y courir. Donc voilà, réalisé, c'est l'histoire donc, de Marinette Pichon, hein, comme vous savez, un film réalisé par Virginie Verrier. J'ai été scotchée, je l'avoue, parce que c'est un film de femmes. C'est pas spécialement. Alors évidemment, il est beaucoup question de foot, mais c'est aussi l'histoire d'une vie, l'histoire
je connaissais une partie de la vie, des engagements de Marinette. J'ai découvert aussi que voilà, elle avait une vie assez difficile, enfin, voire très difficile. Bah, c'est aussi ce qu'il a forgé. Et après, avec cette réussite magnifique à l'étranger, première femme à signer aux États-Unis. C'est touchant, c'est émouvant, c'est aussi encourageant parce que ça montre que bah voilà, la volonté, la détermination, ça paraît peut-être un peu bateau, mais elle conjuguait vraiment, elle avait tout contre elle, et pourtant, elle est Marinette. Donc franchement, Marinette. Et puis un petit clin d'œil, alors même chose, on a un peu les mêmes lectures, je l'ai avec moi. Pour offrir à vos petites filles, aux nièces, voilà, tu es de l'avoir. C'est tellement bien fait. Alice Mia, pionnière olympique. C'est petit à petit, voilà. Je crois que ça, franchement, voilà, quand on a une petite fille ou une jeune ado dans nos entourages, dans notre famille, c'est vraiment le cadeau à lui faire, mais il faudrait aussi l'offrir aux garçons. Voilà, j'insiste toujours. Ça s'appelle Voilà Alice pour moi. Mia et c'est... Alice Mia, pionnière olympique, et c'est chez Petit à Petit. Très bien, on mettra tous les liens dans la description de Voilà. l'épisode. Merci. Emmanuel, de ton côté, quelques recommandations? Alors moi, c'est complémentaire parce que pour moi, c'est deux livres à avoir. Le premier, c'est Simone de Beauvoir. Voilà, parce que Simone de Beauvoir alors ça y est, du coup, le titre m'échappe, mais c'est le premier sexe, voilà. Le deuxième sexe, ça y est. Le premier sexe, c'est pas ça. Le deuxième sexe, le tome 1 et le tome 2, pour moi, c'est vraiment une bible parce que ça permet vraiment de comprendre les mécanismes de la société patriarcale et tout le combat qui a été celui des féministes. Donc, pour moi, c'est vraiment la référence. Et en lien avec Simone de Beauvoir et le deuxième sexe, eh bien, c'est du sexisme dans le sport de ma copine Béatrice Barbus, qui a bénéficié d'une réédition par la maison d'édition qui s'appelle Anamosa. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue pratique, parce que Béatrice est non seulement sociologue, mais aussi dirigeante, première vice-présidente de la Fédération française de handball, donc je ne peux que recommander. Et un petit coup de cœur associatif, puisque tout à l'heure j'ai parlé des mamans. On a aussi un documentaire à la FSGT qui s'appelle Mazen, la grimpe dans ma vie d'autiste. Alors Mazen, c'est un petit garçon, mais le rôle principal, c'est quand même celui de sa maman. Qui, pour son fils, s'est aussi mise à l'escalade, et il y a une coopération entre les deux qui est absolument extraordinaire. Et voilà, je profitais de ce podcast pour lui faire un petit clin d'œil et dire à quel point le rôle des mamans aussi est essentiel. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. Caroline, une petite carte blanche peut-être? Oui, voilà, une petite carte blanche. Moi, je voudrais faire un clin d'œil à l'association des femmes journalistes de sport, déjà parce que j'ai eu beaucoup de copines dans cette association si utile. Et là, en ce moment, il y a une charte qui est en train d'être signée pour une plus grande égalité, enfin pour une plus grande place des femmes dans les rédactions sportives, parce que ça passe par là aussi, qu'il faut aussi occuper le terrain par là, parce que je crois que là en ce moment, j'étais allée voir, je crois que c'est 61 médias qui ont signé, et pour l'instant, il y a 15% de femmes voilà, au global dans ces différentes rédactions. Donc elles sont très très actives, très impliquées. Voilà, elles occupent beaucoup de terrain. Il y a un système de marrainage. Enfin, voilà, je trouve que cette association et le travail qu'elles font avec vraiment la pêche et tout méritait vraiment un petit clin d'œil, donc pour l'association des femmes journalistes de sport, et parce que aussi, vous l'aurez compris, la médiatisation des sportives est quelque chose de très important pour moi. Voilà. On en revient à l'incarnation. On peut être sportive ou journaliste sportive ou dirigeante de fédération sportive. Exactement. Il n'y a pas qu'un seul métier dans le monde du sport, et heureusement. Voilà.
Et heureusement, oui. Emmanuel, une petite carte blanche. Alors, un deuxième clin d'œil, parce qu'en fait, j'en ai fait un juste avant. Eh bien, c'est notre championnat de football en mixité réelle à Paris, puisque c'est le seul championnat de foot en mixité réelle de France. C'est la FSGT à Paris qui l'impulse par Marie-Lise Launès. Et donc, c'est mon clin d'œil. Voilà. Bah, très bien. Très bien. Merci à vous deux. Dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour poursuivre l'échange ou vous contacter directement? Caroline? Moi, le plus simple, un petit message sur LinkedIn et je réponds toujours. Eh ben, très bien. Emmanuel? Bah, pareil, LinkedIn et Twitter. Très bien. Et puis sinon, par la FSGT, www.fsgt.org. Très bien. Je remercie toutes les deux d'avoir participé, Merci d'avoir à toi, échangé, de vous vraiment. être mouillés par rapport à ce sujet, de nous avoir, je suis sûr, éduqués et donné plein d'informations pour appréhender le futur du sport et le futur du sport féminin. Merci à vous. Je vous souhaite à toutes les deux une excellente journée et à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce 5e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez poursuivre l'échange sur la place de la femme dans le sport français, je vous invite à nous retrouver sur Twitter ou sur LinkedIn et à retrouver aussi nos invités du jour. Tous les liens et les ressources se trouvent évidemment en description de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, notez-le, si possible 5 étoiles, et continuez de le partager, de le propager autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire connaître et d'assurer sa pérennité. On se donne rendez-vous prochainement pour explorer une autre thématique du sport français et de son futur évidemment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Pensez à votre été et n'oubliez pas de penser à demain, même si demain c'est loin.